Cette histoire sera plus tard appelée la disparition sur le Salar. 19 personnes dans un bus scolaire de type Mercedes-Benz LO 915 ont disparu sans laisser de traces près de la mine de lithium abandonnée Pozo de Guadalupe. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel jusqu'à ce qu'un hélicoptère de la police de Salta découvre le bus à 3h50 du matin, vide, avec une caméra Sony DSC S930 en marche à l'intérieur. Le 14 octobre 2010, à 3h50 du matin, un hélicoptère Bell 206 de la police de Salta a découvert le bus Mercedes-Benz LO 915 appartenant à l'internat local Alta Montes. Le bus a été trouvé à l'entrée de la mine de lithium Pozo de Guadalupe, abandonnée depuis longtemps et située à l'écart de la route principale. L'équipement et les documents sur place indiquaient que jusqu'à récemment, 19 personnes se trouvaient dans le bus. La superviseure Marta Pozo, le chauffeur Esteban Merugo et un groupe d'élèves âgés de 15 à 17 ans. Mais au moment de la découverte, une seule personne était encore dans le bus, le chauffeur Esteban Merugo, qui a été immédiatement arrêté par la police. Les 18 autres personnes avaient disparu. La situation dans le bus était étrange. Les sacs à dos étaient soigneusement disposés sur les sièges, sans désordre, sans signe de panique ou de lutte. La caméra Sony DSC S930 continuait d'enregistrer, ne captant que l'intérieur vide et le silence environnant. Son écran brillait dans la pénombre, comme si quelqu'un l'avait délibérément laissé allumer. Il n'y avait aucune trace de violence ou d'incident quelconque. L'intérieur et les environs semblaient préservés, comme dans l'attente d'une explication. Mais il n'y avait pas encore d'explication. L'examen du bus a révélé quelques détails étranges. Dans la boîte à gants du siège du conducteur se trouvait l'impression d'un virement SWIFT de 17 000 pesos argentins au nom de Marta Pozo, la superviseure du voyage. L'argent avait été reçu exactement un jour avant l'incident. La date et le montant étaient là clairement indiqués, mais l'objet et l'expéditeur restaient inconnus. Marta Pozo elle-même n'a pas été retrouvée sur les lieux. Sur le plancher du bus, près du siège du conducteur, une substance cristalline blanche d'un poids total d'environ 1,2 kg était éparpillée. Les policiers ont soigneusement prélevé des échantillons pour une analyse ultérieure. L'origine et l'usage de cette substance restaient incertains. Dans le compartiment à bagages du bus, une étrange échelle de corde de 18 mètres de long a été découverte, récemment traitée à l'huile de machine. Pourquoi le groupe aurait eu besoin d'un tel objet restait un mystère. Aucun équipement d'escalade ou autre matériel pouvant expliquer sa présence n'a été trouvé. Le premier et unique détenu était le chauffeur du bus, Esteban Merugo. Sa biographie semblait presque impeccable, hormis quelques amendes mineures pour excès de vitesse enregistrées auparavant par la police de la circulation. Les policiers ont trouvé suspecte la sérénité de Merugo, qui affirmait ne pas avoir quitté le bus et n'avoir été réveillé que par le bruit de l'hélicoptère. La superviseure du voyage, Marta Pozo, avait officiellement reçu un important virement un jour avant la disparition du groupe et figurait maintenant elle-même sur la liste des personnes disparues. La police a commencé à examiner la possibilité d'une entente entre le chauffeur et la superviseure, bien qu'il n'ait pas encore de mobile concret. Sur la liste des disparus figurait un élève nommé Sergio Lama. Son nom apparaissait dans les dossiers de police de 2009 pour suspicion de vente de marijuana à ses pairs. La police a rapidement commencé à vérifier son cercle de connaissances et a émis l'hypothèse préliminaire que la disparition du groupe pourrait être liée aux activités criminelles de Lama. Cette version semblait plausible, mais il n'y avait aucune preuve confirmant directement l'implication de Sergio dans l'incident. À 5h40, l'unité canine de la police de Salta est arrivée sur les lieux. Le chien a pris la piste avec assurance depuis la porte arrière du bus, mais s'est arrêté brusquement après seulement 50 mètres au milieu du Salar, perdant la trace. Aucune empreinte de chaussures, de véhicules ou d'autres moyens de transport n'a été détectée. Le groupe semblait s'être tout simplement évaporé, sans laisser la moindre trace ou indice. Les communications radio entre le pilote de l'hélicoptère et le contrôleur aérien étaient inquiétantes.
L'équipement d'imagerie thermique ne détectait rien de vivant dans un rayon de plusieurs kilomètres. Selon la police, cette situation n'était pas seulement étrange, mais techniquement presque impossible. Chez les sœurs Camila et Lucia Delgado, qui étaient revenues elles-mêmes au bus le matin, la police a trouvé une pièce à conviction inhabituelle, un reçu de 46 pesos argentins, payé dans une cabine téléphonique sur la route nationale, RN 52. Parmi les disparues, elles étaient les seules à être revenues. Leur histoire a suscité la méfiance des enquêteurs et de nombreuses questions. En examinant les registres téléphoniques, les enquêteurs de la police de Salta ont établi que dans la nuit du 14 octobre, 2 appels avaient été passés depuis les téléphones des sœurs Delgado via une station de base de l'opérateur Movistar. Le premier appel a été enregistré à 2h57, le second, 6 minutes plus tard, à 3h03 du matin. Les enregistrements des appels ont été confirmés par l'opérateur et mis à la disposition de la police. En outre, le centre d'appel d'urgence 911 a remis à la police un enregistrement audio d'un appel d'urgence. Dans la voix de la jeune fille qui appelait les secours, on entendait clairement l'excitation et la peur. La jeune fille, qui ne s'est pas identifiée, a instamment demandé qu'on envoie de l'aide le plus rapidement possible, répétant la même phrase. « Martha est tombée. Nous avons besoin d'aide de toute urgence. » L'emplacement exact de l'accident n'a pas été précisé, ni où exactement Martha était tombée. L'enquête a rapidement confirmé que les 2 appels des téléphones des sœurs Delgado et l'appel au 911 avaient été passés depuis une cabine téléphonique située à 1,8 km du bus en ligne droite à travers le Salar. Dans l'obscurité, sur un plateau d'environ 3600 mètres d'altitude, le trajet aurait dû prendre au moins 1h45. Les sœurs ont expliqué qu'elles avaient été obligées de quitter le bus et de chercher un signal car leur téléphone portable n'avait plus de réseau. L'enquêteur Rafael Montero a interrogé en détail les sœurs Delgado sur les raisons qui les avaient poussées à quitter le bus au milieu de la nuit. Les 2 filles ont fermement affirmé qu'elles étaient parties immédiatement chercher de l'aide après que la connexion dans le bus avait été coupée de façon inattendue. Camila a décrit en détail comment elles étaient sorties, comment elles s'étaient déplacées lentement et prudemment sur la surface salée desséchée, vérifiant périodiquement la réception réseau sur leur téléphone. Lucia a confirmé ces déclarations et a ajouté que l'appel depuis la cabine était leur dernière chance d'appeler les secours et de sauver Martha. Montero a porté une attention particulière au montant du reçu de la cabine téléphonique, 46 pesos argentins. C'était un tarif inhabituellement élevé pour un appel local, surtout dans une situation d'urgence. Camila a alors expliqué qu'elle n'avait pas fait attention au tarif et avait utilisé tout son argent liquide pour contacter les services d'urgence. La réponse semblait logique, mais l'enquêteur n'était pas entièrement satisfait de l'explication. Lors d'un examen plus approfondi du bus, les enquêteurs ont remarqué que les effets personnels de Martha Posso, la superviseure du voyage, étaient en désordre. Parmi eux, un portefeuille contenant de l'argent liquide et des documents manquaient. On a supposé que l'argent aurait pu être volé avant la disparition du groupe. Lucia Delgado est devenue suspecte. Elle avait été la dernière à avoir un contact avec les affaires de Martha lorsqu'elle cherchait un téléphone ou d'autres objets importants avant de partir chercher de l'aide. Cette version était étayée par le fait que la superviseure avait reçu un virement de 17 000 pesos argentins la veille du voyage. Cependant, ni argent liquide, ni portefeuille, ni une partie de cette somme n'ont été trouvés parmi les affaires. Lucia a catégoriquement nié les accusations de vol et a souligné qu'elle n'avait pas vu le portefeuille et n'avait pas du tout touché aux affaires de Martha. Le soupçon persistait et nécessitait des vérifications supplémentaires. L'examen médico-légal réalisé tard dans la soirée du 14 octobre a révélé un détail important. Sur l'impression du virement bancaire trouvé dans la boîte à gants du bus, seule une série d'empreintes digitales a pu être identifiée, exclusivement celle de Martha Posso. Aucune autre personne, y compris les sœurs Delgado, n'avait laissé de traces sur le document. Cela signifiait que la superviseure avait gardé l'impression pour elle-même et ne l'avait donnée à personne. La disparition de l'argent avait donc dû se produire avant l'arrivée du groupe sur le Salar. Suite à cette découverte,
L'enquêteur Rafael Montero a immédiatement demandé une surveillance financière du compte bancaire bolivien sur lequel le virement SWIFT de 17 000 pesos avait été effectué précédemment. Les enquêteurs avaient maintenant une hypothèse claire. L'argent était la raison ou faisait partie de l'incident, et la superviseure aurait pu être au centre des événements bien avant l'arrivée du groupe à la mine abandonnée. La police devait maintenant clarifier l'origine du virement et découvrir qui pourrait être intéressé par sa réception. L'enquêteur Rafael Montero s'est de nouveau intéressé à la personne du chauffeur de bus, Esteban Merugo. Le carnet de bord du bus est tombé entre les mains des enquêteurs. Dans le carnet de bord, il manquait une entrée pour 4 heures de conduite qui coïncidait exactement avec le moment où le bus aurait dû passer le point de contrôle frontalier. Pour Montero, cela semblait étrange, compte tenu de la rigueur du régime frontalier et de l'obligation de telles inscriptions. Un expert de la police a immédiatement commencé à vérifier le système de navigation Garmin Nuvi installé dans le bus. L'appareil a confirmé les soupçons de Montero. Le bus avait effectivement contourné le poste frontière, s'écartant considérablement de l'itinéraire convenu au préalable. Selon les enregistrements GPS, Merugo avait dirigé le bus sur la route de contournement RN 40, ce qui avait augmenté la distance totale de 74 km supplémentaires. Ces données contredisaient catégoriquement la version officielle que le chauffeur avait présentée auparavant. En plus des données de navigation, la police a demandé les documents financiers personnels de Merugo. Peu après, les enquêteurs ont reçu un relevé des dettes du chauffeur auprès du bureau de Paris, Jujuy Apuestas. Le montant de la dette était considérable, 38 000 pesos argentins. La dette provenait d'un pari sur un match de football qui avait commencé exactement 1 heure avant le départ du bus. Cela contredisait également la version de Merugo, selon laquelle il avait agi exclusivement sur les instructions de Marta Pozo, la responsable du voyage. Lors de l'interrogatoire, Montero a posé une question directe à Merugo. Pourquoi l'itinéraire avait-il changé et de qui suivait-il les instructions si Marta n'avait pas donné un tel ordre? Le chauffeur paraissait calme et serein et maintenait avec assurance sa version antérieure. Merugo a expliqué qu'il avait initialement reçu de Marta l'instruction claire d'éviter le poste frontière pour ne pas perdre de temps sur le trajet. Cependant, l'enquêteur Montero a souligné une incohérence évidente. Le pari avait été placé par le chauffeur lui-même bien avant le départ du bus, ce qui signifiait que le chauffeur avait planifié l'itinéraire de contournement à l'avance, sans instruction de Marta. Merugo, visiblement tendu, a répété sa version et a catégoriquement nié tout lien entre le changement d'itinéraire et ses dettes au bureau de Paris. Mais les preuves n'étaient pas en sa faveur, et les déclarations du chauffeur ne pouvaient pas expliquer toutes les incohérences. Parallèlement à ces événements, les enquêteurs ont commencé à discuter d'une version selon laquelle Esteban Merugo aurait pu conspirer avec un cartel local de drogue. Compte tenu de la substance cristalline précédemment trouvée à l'intérieur du bus, la version selon laquelle le chauffeur aurait pu livrer le groupe à des tiers semblait logique aux enquêteurs. Malgré la gravité des soupçons, les détectives ont cependant rapidement constaté que la zone du Salar près de la mine Pozo de Guadalupe était connue pour être hors de portée du réseau de téléphonie mobile, nécessaire pour un contact opérationnel avec le cartel. De plus, sur toutes les routes de contrôle menant à la mine, il n'y avait aucune trace de véhicules étrangers, ce qui rendait la version d'une remise du groupe à un cartel pratiquement impossible. Malgré ces circonstances, cette version est restée officiellement l'une des pistes étudiées jusqu'à l'obtention de preuves supplémentaires. Tard dans la soirée du même jour, des experts techniques de la police ont effectué un examen supplémentaire du bus, se concentrant sur le compartiment à bagages où l'échelle de corde avait été trouvée précédemment. Pendant l'examen, un technicien criminalistique a remarqué des bizarreries dans la construction du compartiment à bagages et a bientôt découvert un double fond caché. La cachette était vide, mais sur sa surface étaient assez visibles des traces fraîches de poussière de plâtre blanche. Ces traces ne correspondaient pas à la substance précédemment trouvée à l'intérieur du bus et pourraient indiquer un autre aspect inconnu de l'affaire. La poussière de plâtre a été soigneusement recueillie par les experts pour des analyses en laboratoire. Immédiatement après la découverte, l'enquêteur Montero a ordonné que les échantillons de poussière de plâtre soient envoyés immédiatement à un laboratoire géologique spécialisé
de l'université de Salta. Pour les enquêteurs, il est devenu évident que la disparition des personnes pourrait être liée non seulement à des manipulations financières, mais aussi à des activités de contrebande en relation avec l'itinéraire du bus et la déviation de l'itinéraire standard. L'axe principal de l'enquête s'est désormais déplacé vers la recherche d'une réponse à la question de savoir quelles marchandises de contrebande le bus d'Esteban Merugo aurait pu transporter, et si cela aurait pu influencer d'une manière ou d'une autre les événements ultérieurs. Le laboratoire de l'université de Salta a achevé l'examen de la substance cristalline blanche trouvée précédemment dans le bus. À la surprise des enquêteurs, l'analyse a révélé qu'il ne s'agissait pas d'une drogue illicite ou d'un composé chimique dangereux, mais de nitrate de calcium ordinaire, une substance qui ne présente aucun danger pour la santé. La police devait maintenant comprendre pourquoi le bus aurait eu besoin d'une si grande quantité de cette substance inoffensive mais étrange. Pendant ce temps, les spécialistes techniques de la police ont poursuivi l'examen des ordinateurs portables et des téléphones mobiles des passagers du bus. Sur l'ordinateur portable de Florencia Vega, l'une des personnes disparues, on a trouvé un article PDF avec des instructions détaillées. Solar Desalinator DIY, publié dès 2008. Ce document décrivait en détail comment construire de manière autonome un système de dessalement d'eau sur le terrain. Outre l'article lui-même, le même dossier nommé Field contenait des dessins détaillés d'une installation fonctionnant à base de nitrate de calcium. Selon le schéma, cette substance était utilisée comme réactif pour accélérer le processus de séchage de l'eau salée. Cette découverte a orienté l'enquête dans une direction entièrement nouvelle. Les policiers se sont immédiatement adressés à l'école Altamontes pour vérifier si des expériences ou des projets similaires avaient été menés avant le voyage. L'enquêteur Rafael Montero a rencontré le professeur de physique de l'école Altamontes, Diego Cardenas. Celui-ci a confirmé que le groupe avait effectivement prévu, peu avant le voyage, de réaliser une expérience de terrain sur le Salar avec un appareil de dessalement d'eau fabriqué par leurs soins. Le projet faisait partie du programme éducatif et le nitrate de calcium avait été acquis spécifiquement à cette fin. Le professeur a également expliqué que la substance était totalement inoffensive et ne pouvait être utilisée à d'autres fins qu'expérimentales. Cette déclaration a permis aux enquêteurs d'exclure la version d'un empoisonnement délibéré ou de l'utilisation de la substance comme poison. Malgré les explications claires des spécialistes, les journalistes d'une chaîne de télévision locale populaire ont reçu de fausses informations d'une source anonyme selon lesquelles la police dissimulerait la vraie nature de la substance, à savoir qu'il s'agirait de cocaïne. Les nouvelles se sont rapidement répandues, provoquant une résonance considérable dans l'opinion publique et détournant l'attention des enquêteurs vers la vérification des versions de trafic de drogue. Montero a été contraint de consacrer du temps à des démentis officiels, en présentant des documents d'analyse de laboratoire et des déclarations publiques affirmant que la poudre trouvée n'avait rien à voir avec des stupéfiants. Cette version a été officiellement close par la police, mais le contexte informatif négatif continuait de détourner l'enquête de sa tâche principale. Tandis que l'attention du public était dirigée vers de fausses rumeurs, des spécialistes techniques ont découvert un indice important dans les archives SMS d'un des téléphones portables des passagers du bus, un Nokia 2700. Dans l'un des messages, le mot « puits » a été découvert, envoyé quelques heures avant la disparition du groupe. Les données techniques du navigateur GPS ont confirmé que les coordonnées correspondant à l'envoi du message coïncidaient avec l'emplacement de la mine abandonnée Pozo des Guadalupe. Cette découverte indiquait que le groupe avait prévu de descendre dans la mine et cela pourrait être directement lié à la disparition. Jusqu'alors, les enquêteurs n'avaient pas considéré la mine comme l'objet principal d'attention. Mais maintenant, tout changeait. Il est devenu clair que les réponses pourraient se trouver précisément dans les anciennes galeries. Suite à cette nouvelle découverte, Rafael Montero a immédiatement adressé une demande officielle aux archives du service géologique, exigeant un plan détaillé des galeries et des passages intérieurs de la mine Pozo des Guadalupe. Les policiers ont reçu une orientation claire. L'enquête devait se concentrer sur les raisons pour lesquelles le groupe aurait dû descendre dans la mine abandonnée depuis longtemps et quels dangers il pourrait rencontrer sous terre. Le procès n'a pas duré longtemps.
Le juge Pedro Almeida a lu l'acte d'accusation avec un calme glacial. Les mots sonnaient secs et clairs. Marta Pozo, la superviseure du groupe, avait reçu une avance de 17 000 pesos argentins pour la contrebande d'artefacts paléontologiques rares. Dans la mine abandonnée, Pozo de Guadeloupe, étaient encachés 6 dents de mégalodon, un prédateur marin préhistorique. C'est précisément vers celle-ci que le groupe se dirigeait sous couvert d'une expérience scientifique. Le chauffeur de bus Esteban Merugo avait reçu l'instruction d'éviter les postes frontières pour charger la précieuse cargaison sans être remarqué, à la faveur de la nuit. La preuve décisive était un document que les enquêteurs ont trouvé lors de la perquisition de la maison de Marta. Il s'agissait d'un contrat avec des intermédiaires boliviens pour la livraison de dents de mégalodon, dont l'original portait la signature distincte de Marta Pozo. Le document était parfaitement authentique, et l'expertise a pleinement confirmé que la signature appartenait à la superviseure du voyage. Des preuves supplémentaires sont apparues après la récupération d'informations de la carte SD endommagée de la caméra Sony, trouvée précédemment dans le bus. Les spécialistes du laboratoire ont réussi à extraire des enregistrements vidéo datant de la nuit de la disparition du groupe. Sur les enregistrements, on voyait le bus se rendre à la mine et le groupe préparer l'échelle de corde en la fixant au treuil du bus. Certains élèves, bien préparés pour la descente dans les grottes, ont commencé à descendre prudemment. L'enregistrement s'est interrompu au moment d'un éboulement inattendu. Dans le chaos, Marta Pozo a laissé tomber son téléphone et est tombée. La panique parmi les présents était devenue évidente. Et peu après ce moment, l'enregistrement s'est définitivement interrompu. Les motifs des sœurs Delgado, Camila et Lucia, qui étaient parties chercher de l'aide, sont maintenant devenus clairs. Leur innocence a été prouvée par les enregistrements des conversations avec le répartiteur des services d'urgence et les données de suivi GPS. Leur version a été entièrement confirmée par les enquêtes. Les fouilles ultérieures, avec la participation de spécialistes des services de secours et d'un hélicoptère Mi-17 de l'armée, ont confirmé les attentes les plus sombres. Dans les profondeurs de la mine, 15 membres disparus du groupe ont été découverts. En outre, 3 dents de mégalodon pesant chacune entre 8 et 12 kg ont été trouvées dans les mêmes décombres. 2 vols séparés de l'hélicoptère de l'armée ont été nécessaires pour la récupération et le transport. Les identités de tous les disparus ont été confirmées, les familles ont été informées. Au cours du procès, l'avocat de Marta Pozo a tenté de changer le cours de la procédure. Il a déclaré que la signature sur le contrat avec les Boliviens avait été faite sous pression et que la superviseure elle-même n'était pas l'initiatrice du plan criminel. Cependant, le procureur a immédiatement présenté une transcription de la messagerie vocale de Marta, envoyée à sa personne de confiance quelques jours avant les événements. Dans le message, on entendait clairement la phrase « Dans une semaine, je serai riche ». Après cette déclaration, le tribunal a rejeté la demande de la défense. Le verdict du juge a retenti, bref et sévère. Marta Pozo a été reconnue coupable d'organisation de contrebande d'objets paléontologiques de valeur avec des conséquences graves. Le tribunal l'a condamnée à 6 ans de prison. Au milieu des clics des caméras et des flashs des appareils photo, Marta a quitté la salle d'audience menottée, escortée par les gardiens de la justice. L'enquête a officiellement clos l'affaire. Toutes les circonstances décisives ont été clarifiées. Le motif du crime a été pleinement confirmé par des documents et des enregistrements vidéo, et les fausses versions concernant la drogue et l'empoisonnement ont été définitivement réfutées. Néanmoins, un détail non résolu subsistait dans les documents officiels. Sur les 6 dents de mégalodon volées, 3 ont été retrouvées lors des fouilles. Le sort des 3 dents restantes est resté inconnu. Selon une version non officielle des enquêteurs, les artefacts auraient pu être revendus avant les événements tragiques dans la mine, mais les enquêteurs n'ont pas trouvé de confirmations documentaires à ce sujet. Finalement, 3 dents sont restées inscrites dans les dossiers comme irrémédiablement perdues. Ainsi s'est définitivement achevée l'histoire qui a commencé comme un voyage d'études, s'est terminée par une tragédie et est devenue l'une des affaires les plus retentissantes de l'histoire de la province argentine de Salta. Alejandra, une étudiante en architecture,
entre dans le métro à la station Universitat Politecnica et disparaît littéralement après 4 minutes. Les caméras de surveillance enregistrent son entrée dans la station, mais un enregistrement de sa sortie n'existe tout simplement pas. Et juste au moment où la jeune fille disparaît du champ de vision, un signal d'alarme indique que quelqu'un a pénétré dans un tunnel de service. 14 mars 2018. Valence, station de métro, Universitat Politecnica. Il est 21h33. Alejandra, étudiante en 3e année d'architecture, passe tranquillement le tourniquet numéro 7. Le ticket électronique fonctionne, les caméras captent clairement son visage. Elle se dirige résolument vers le quai pour changer une station plus loin, à Bailen. Normalement, ce trajet ne dure que quelques minutes. Mais lorsque le train arrive à la station Bailen, Alejandra n'est pas là. Et ce n'est pas parce qu'elle est descendue quelque part ou a manqué le train. Le système de métro enregistre absolument tout, entrées et sorties, chaque correspondance des passagers. Ce soir-là, Alejandra a simplement disparu entre les quais, les tourniquets et les caméras. La police obtient rapidement les enregistrements de toutes les caméras des 2 stations. Sur l'enregistrement du quai d'Universitat Politecnica, on voit la jeune fille. À Bailen, rien. Aucune caméra sur le chemin n'a enregistré son mouvement entre ces stations. Alejandra disparaît simplement, sans trace, sans témoin. Sur les enregistrements d'Universitat Politecnica, il y a autre chose. À la 11e seconde, on peut voir une personne en uniforme d'employé du métro s'approcher d'Alejandra. Le visage est à peine reconnaissable. La visière profonde de la casquette projette une ombre dense. L'homme lui parle manifestement, semble poser une question. La jeune fille s'arrête quelques secondes, puis continue vers le quai, absorbée par son téléphone. À première vue, rien de spécial, mais ce sont exactement les dernières secondes où elle est vue vivante. Au même moment, un agent de sécurité de la station remarque quelque chose d'inhabituel. Sur le sol, près du tourniquet numéro 7, se trouve un petit morceau d'aluminium. Le fragment est lisse, la coupe est fraîche. L'objet ne correspond pas du tout à l'environnement. Personne ne comprend encore sa signification. Le morceau de métal est envoyé pour analyse, bien que les policiers notent déjà. De tels fragments sont souvent utilisés dans le revêtement des conduits de ventilation. Mais qu'est-ce que la ventilation vient faire ici? Pour l'instant, ce n'était qu'une étrange coïncidence, rien de plus. Les disparitions dans le métro semblent toujours étranges. La plupart du temps, elles sont dues à des fugues volontaires du domicile ou à des conflits familiaux. Et Alejandra avait apparemment une raison. Ces derniers jours, les relations avec sa mère, Anna G, étaient difficiles. Anna elle-même a confirmé à la police que sa fille traversait une crise liée à ses études et aurait pu aller chez des amis à Barcelone. Cette version semble plausible. La police commence à vérifier les gares routières et les billets, mais une incohérence apparaît immédiatement. Les relevés bancaires d'Alejandra restent muets. La dernière transaction, le paiement du ticket de métro à Universitat Politecnica. Aucun billet pour des trains, des bus ou des avions n'a été acheté. Après 21h33, la jeune fille n'a ni utilisé d'argent, ni essayé de contacter qui que ce soit. Cependant, la police n'écarte pas immédiatement cette version. L'hypothèse de la disparition volontaire reste ouverte, bien qu'elle semble de moins en moins probable à chaque minute qui passe. La deuxième version apparaît immédiatement lorsque les experts revisionnent les enregistrements des caméras. Qui est cet employé inconnu du métro? Ce soir-là, aucun travail technique ou de réparation n'était prévu dans les horaires d'Universitat Politecnica. Une vérification de la liste du personnel ne montre personne qui aurait pu se trouver sur le quai exactement à cette heure. L'identité de cette personne reste un mystère. La version de la mère, selon laquelle Alejandra serait partie chez des amis, oblige la police à vérifier tous les nœuds de transport. Plusieurs équipes opérationnelles sont envoyées d'urgence à la gare principale de Valence et aux gares routières. Mais sur les enregistrements des caméras, il n'y a pas une seule image d'Alejandra.
toutes les variantes possibles de billets, listes de passagers, données des tourniquets et des caisses sont vérifiées. Rien. Pas un seul indice. La version fournie par la mère ne se confirme pratiquement plus. La police note déjà que cette version semble douteuse et est sur le point d'être fermée, mais officiellement elle est toujours marquée comme « en attente ». Et puis, seulement 4 minutes après qu'Alejandra soit entrée dans la station, à 21h37, un événement se produit qui change radicalement toute l'enquête. Un signal d'alarme arrive au poste de garde de la station. Une porte de service menant au tunnel qui va d'Universitat Polytechnica vers la station de Beilen a été ouverte. De telles portes ne s'ouvrent presque jamais, surtout sans raison spéciale ou réparation. Sur le quai, à ce moment-là, il n'y a officiellement aucun employé. Le service de sécurité vérifie les enregistrements des caméras les plus proches. Mais juste au moment où le signal arrive au centre de contrôle, les caméras dans cette section, pour une raison quelconque, ne fournissent plus d'images stables. L'enregistrement vidéo s'interrompt pendant plusieurs secondes. Et cela suffit pour perdre de vue à la fois Alejandra et le mystérieux employé à la casquette. À partir de ce moment, l'enquête atteint un nouveau niveau. Désormais, une chose est claire. L'étudiante n'a pas disparu d'elle-même. Elle a été emmenée là où les caméras ne fonctionnent pas, dans les tunnels sous terre. Suspect numéro 1, Manuel T., technicien électricien, 41 ans, était officiellement en service lorsqu'Alejandra a disparu. Son statut actuel est suspect, mais ouvert. Pour l'instant, la police n'a pas de preuves directes de sa culpabilité, seulement des questions. La police s'emploie intensivement à examiner les protocoles et les horaires de travail du 14 mars. Le nom de Manuel T. apparaît immédiatement. Il est effectivement inscrit dans le registre de service d'Universitat Polytechnica, précisément le soir de la disparition d'Alejandra. Sa signature est présente et aucun de ses collègues ne le conteste. Mais plus les enquêteurs examinent de près les enregistrements des caméras, plus de questions surgissent sur la façon exacte dont il a passé son temps ce soir-là. Sur les enregistrements des caméras, vers 21h20, Manuel parle brièvement avec un autre employé de la station. Les deux semblent calmes, mais la conversation concerne manifestement le travail. Le technicien change son itinéraire habituel de contrôle. Normalement, la ronde passe par les salles techniques et se termine au pupitre de commande. Ce soir-là, pour une raison quelconque, il décide d'aller différemment. Un chemin plus long et plus inconfortable qui comprend à la fois le quai et le niveau technique inférieur. Les policiers remarquent immédiatement cette étrangeté. Elle est mineure, mais éveille les soupçons. Pourquoi justement aujourd'hui? Pourquoi justement à cette heure? Lors de l'interrogatoire par la police, Manuel affirme avoir changé d'itinéraire exclusivement par nécessité de service. Il y aurait eu des problèmes d'alimentation électrique qu'il voulait vérifier personnellement. Cependant, les enregistrements de telles pannes ne sont consignés nulle part. Le point le plus important dans l'alibi de Manuel reste le protocole du boîtier de distribution. Il indique que le technicien était présent exactement à 21h45. Ceci est documenté par sa signature. À première vue, tout concorde. La distance entre le quai et l'armoire électrique est de 10 minutes à pied, ce qui s'inscrit parfaitement dans le cadre temporel. Mais alors surgit une contradiction essentielle. L'expertise des criminologues de la police remarque un détail important. Dans le protocole, les inscriptions ont été faites avec 2 stylos différents. La signature de Manuel est réalisée à l'encre noire, l'indication de l'heure à l'encre bleue. De plus, l'écriture et l'inclinaison des chiffres diffèrent. On a l'impression que l'heure a été ajoutée ultérieurement et par une autre personne. Manuel lui-même nie catégoriquement que quelqu'un aurait pu compléter le protocole pour lui et insiste sur le fait que tout a été fait par lui personnellement et exactement à l'heure indiquée. Mais les enquêteurs comprennent qu'ils ont peut-être affaire à une falsification. Néanmoins, ce n'est pour l'instant qu'un soupçon. Une falsification délibérée ne peut pas être prouvée pour le moment.
En vérifiant les affaires de Manuel, le service de sécurité trouve un badge. À première vue, rien de suspect. Un badge en plastique ordinaire avec bande magnétique, standard pour les locaux de service du métro. Mais le nom sur le badge éveille immédiatement la méfiance. Le badge appartient à une autre personne, à l'employé du service technique, Georges M. Le technicien n'a pas pu expliquer de manière plausible pourquoi Manuel avait un badge d'autrui. D'abord, il a affirmé avoir pris le badge accidentellement sur le comptoir général où les employés laissent habituellement leurs objets personnels et leurs badges. Plus tard, il a changé son explication. Il aurait soi-disant trouvé le badge par terre et voulait le rendre à son propriétaire, mais l'a oublié. Les enquêteurs vérifient immédiatement cette histoire auprès du propriétaire du badge, Georges M, et obtiennent des informations encore plus étranges. Georges indique qu'il a perdu son badge il y a 2 jours, le 12 mars, alors qu'il travaillait sur des réparations dans le bloc de ventilation V12. Il n'a pas signalé immédiatement la perte, pensant qu'il avait simplement égaré le badge et le retrouverait bientôt. Mais maintenant, alors que son badge apparaît chez Manuel, Georges est convaincu qu'une coïncidence est ici improbable. Les policiers prêtent immédiatement attention aux paroles de Georges, bloc de ventilation V12. Ce nom était déjà apparu dans l'affaire lorsque l'étrange fragment d'aluminium a été trouvé sur le quai. Maintenant, cette connexion semble de moins en moins fortuite. Le bloc de ventilation V12 est situé loin du quai Universitat Polytechnica, à 2,1 km sous terre. Y arriver à pied par le tunnel prendrait au moins une demi-heure. Selon les enregistrements du système de sécurité, dans la section du tunnel entre la station et V12, il n'y a presque pas de caméras de surveillance. La plupart des appareils sont obsolètes et hors service. Les caméras fonctionnelles montrent une image fragmentaire qui ne couvre pas tout le chemin. Cela signifie que toute personne bien familiarisée avec la structure du métro pourrait y arriver pratiquement sans être remarquée. Et maintenant, la situation se complique encore davantage. Si Manuel est impliqué, pourquoi a-t-il changé son itinéraire de contrôle précisément ce soir-là? S'il était réellement au panneau de distribution à l'heure indiquée, qui a complété le protocole avec une autre couleur et pourquoi? Et enfin, pourquoi avait-il un badge qui avait disparu exactement 2 jours avant l'incident? La police ne peut pas dire définitivement si Manuel est impliqué dans la disparition d'Alejandra. Mais tous les faits recueillis indiquent que le technicien électricien qui travaillait dans le métro depuis 8 ans devient la figure centrale de cette enquête. La prochaine étape était maintenant évidente. Vérifier le bloc de ventilation V12 et examiner complètement tous les tunnels qui y mènent. Les policiers s'immergent progressivement dans la vie privée d'Alejandra en essayant de trouver, au moins indirectement, des réponses à la question de savoir si elle aurait pu disparaître de son propre gré. La correspondance électronique montre qu'il y avait eu récemment une grave dispute entre Alejandra et sa mère Anna. Dans un échange daté littéralement de la veille de sa disparition, la mère exhortait émotionnellement sa fille à rentrer à la maison et à abandonner ses études dans la spécialité choisie, l'urbanisme. Anna considérait cela comme un choix absolument sans perspective et que la fille perdait du temps et de l'énergie en vain. Alejandra a répondu sèchement et a insisté sur sa décision, mais il n'y avait aucun signe qu'elle était prête à s'enfuir ou à aller quelque part. Mais l'attention de la police est attirée par un autre fait étrange. 2 jours avant sa disparition, une somme considérable a été retirée de la carte bancaire enregistrée au nom d'Anna G., la mère, dans une station-service près de l'autoroute A7. Le montant de la transaction correspond à un plein de carburant, suffisant pour environ 400 km. Ce détail semble suspect et nécessite une vérification. Si Anna était réellement loin de la ville la nuit de la disparition de sa fille, son alibi sera irréfutable. Sinon, sa position dans l'affaire s'aggrave dramatiquement. Les enquêteurs examinent soigneusement les reçus et les enregistrements des caméras de circulation le long de la route Valence-Almeria, et les faits confirment rapidement ces dires. Anna était bien sur l'autoroute A7, a parcouru pratiquement tout l'itinéraire et a été enregistrée par plusieurs caméras de surveillance, ainsi que captée en train de faire le plein. À Almeria, elle a été filmée par plusieurs caméras, sur le parking d'un magasin et dans une station-service.
Les cadres temporels correspondent également parfaitement. Ainsi, les policiers écartent la possibilité que la mère ait été impliquée dans l'enlèvement direct d'Alejandra. Ana était vraiment loin, trop loin pour retourner à Valence et influencer d'une manière ou d'une autre la disparition de sa fille. Cependant, le conflit entre mère et fille apparaît maintenant comme un motif de poids pour le départ volontaire d'Alejandra. Les policiers sont contraints de revenir à la version originale pour la vérifier à nouveau, cette fois avec de nouveaux détails dans l'affaire. Entre-temps, le témoignage d'une voisine de la famille apparaît de façon inattendue. La voisine, Martha F., 56 ans, déclare résolument à la police qu'elle a entendu une forte dispute dans l'appartement d'Alejandra la nuit précédant la disparition. Selon ses dires, la voix d'Alejandra sonnait très émotionnelle. On entendait clairement un conflit, puis une porte à claquer bruyamment. Ce témoignage semble sérieux, car jusqu'à présent, il n'y avait pas d'informations sur le fait que le conflit avait eu lieu si peu de temps avant la disparition d'Alejandra. Cependant, l'enquête organise immédiatement une vérification de ces informations. Après seulement un jour, une expertise acoustique détermine que les bruits que la voisine avait pris pour une dispute et un claquement de porte provenaient en réalité d'une équipe de réparation qui effectuait des travaux d'urgence à l'étage au-dessus cette nuit-là. Ainsi, la voisine a involontairement désorienté la police et cette fausse piste est officiellement fermée. Au moment où la police avait presque abandonné la version d'une disparition volontaire, le service technique de la police présente un nouveau rapport sur le téléphone mobile d'Alejandra. Cette petite mais extrêmement importante circonstance change brusquement l'orientation de l'enquête. Le dernier signal du téléphone mobile d'Alejandra, avant que la connexion ne soit complètement coupée, a été capté précisément par cette antenne qui se trouve directement au-dessus du tunnel qui va de la station Universitat Politecnica au bloc de ventilation V12, exactement à ce bloc vers lequel menait le badge trouvé d'un employé du métro. Maintenant, la disparition d'Alejandra n'apparaît plus comme une simple coïncidence ou un conflit familial. L'emplacement de la dernière activité enregistrée du téléphone correspond parfaitement à l'itinéraire du tunnel souterrain et des conduits de ventilation mentionnés précédemment dans l'affaire. Les policiers commencent à comprendre que les tunnels cachent peut-être beaucoup plus que de simples lignes techniques de communication. Caméras, enregistrements, correspondances, reçus de carburant, l'alibi de la mère, tous ces détails apparemment sans rapport se rassemblent progressivement en une chaîne logique. Et maintenant, les policiers font face à la partie la plus difficile, la vérification technique de la qualité de connexion dans le tunnel lui-même. Peut-être que c'est précisément cela qui donnera la réponse définitive quant à savoir si Alejandra était sous terre et comment elle y est arrivée. Le soudeur Raoul S., statut de témoin, ouvert, signale à la police une plaque étrange récemment installée dans le bloc de ventilation V12. Selon ses mots, elle n'était prévue dans aucun projet. Le matin du 20 mars, une équipe technique arrive à la section V12 pour vérifier le conduit de ventilation. Parmi les travailleurs se trouve le soudeur Raoul S., un spécialiste expérimenté qui effectue régulièrement des travaux de maintenance programmés dans le métro. Lorsque l'équipe atteint l'endroit indiqué, Raoul remarque immédiatement une bizarrerie. L'une des plaques d'aluminium du conduit est nettement différente des autres. La plaque semble neuve, la surface est lisse, et sans aucune trace du revêtement typique des conduits de ventilation. Raoul documente la découverte avec son téléphone et informe immédiatement la police. La photo obtenue par les enquêteurs montre clairement la différence dans les tons d'aluminium. La plaque a manifestement été fabriquée récemment, peut-être même à la hâte, bien qu'elle ait été soigneusement conçue et minutieusement peinte, clairement avec l'intention de dissimuler la différence. Le même jour, les enquêteurs commencent à vérifier l'origine de l'aluminium. Après seulement quelques heures, un reçu apparaît, trouvé dans la comptabilité d'une entreprise sous-traitante du métro. Le reçu est daté d'une semaine plus tôt, 7 jours avant la disparition d'Alejandra. Selon ce document, le sous-traitant a acquis une tôle d'aluminium exactement du type et de la taille de la plaque trouvée par Raoul. Mais le plus étrange est que le reçu a été payé en espèces et la signature du payeur ne correspond à aucun des employés actuellement connus du métro. Ce nom inconnu devient le nouveau point focal de l'enquête.
La police convoque un ingénieur du métro qui connaît bien la documentation du projet pour les systèmes de ventilation. Après un examen minutieux, l'ingénieur confirme. La plaque n'est pas répertoriée dans les plans officiels. C'est une construction faite à la main, récemment fabriquée par quelqu'un et clairement non conforme au règlement. Cependant, l'expert remarque immédiatement une autre particularité. L'aluminium est de haute qualité et peint avec une grande réserve de peinture, comme si quelqu'un avait pris grand soin qu'elle paraisse discrète et une partie naturelle de la construction. Les enquêteurs tentent de comprendre la logique de cette action. Pourquoi dépenser de l'argent et des efforts pour installer une plaque fabriquée par soi-même et en plus avec de la peinture, alors qu'il aurait été plus facile de remplacer officiellement la plaque endommagée? Néanmoins, pour l'instant, il n'y a pas de réponse directe, seulement des suppositions et de nombreuses conjectures. Une nouvelle hypothèse émerge, compliquant inopinément le cours de l'enquête. Étant donné la particularité du lieu, un tunnel de métro, la version d'une possible menace terroriste devient prioritaire pour les services spéciaux. L'unité antiterroriste prend immédiatement le contrôle de la section V12. Les mesures d'enquête de la police doivent être suspendues car le lieu est classé comme potentiellement dangereux et l'accès au conduit est temporairement bloqué par les employés du service de sécurité. La vérification antiterroriste retarde considérablement le travail des enquêteurs et des groupes opérationnels de la police. Toutes les mesures dans la section sont suspendues jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Les enquêteurs antiterroristes commencent à chercher des explosifs et des dispositifs cachés. Pendant qu'ils sont occupés à cela, la police perd temporairement la possibilité de mener des mesures complètes sur le territoire du bloc de ventilation V12. La fausse piste concernant les terroristes devient une direction d'enquête forcée et est marquée comme telle pour l'instant. Le même jour, l'unité canine, spécialement formée pour rechercher des explosifs, arrive sur les lieux de l'incident. Les officiers de police observent le travail du chien qui fouille attentivement tout le tunnel et le bloc de ventilation. Après quelques minutes d'attente tendue, le maître chien déclare officiellement que le chien n'a trouvé aucune trace d'explosif. Cependant, juste avant de quitter la zone, un incident étrange se produit. Le chien retourne soudainement à cette plaque suspecte et commence à gratter intensément le métal avec ses pattes. Le comportement de l'animal rend les policiers encore plus méfiants. Le chien détecte manifestement quelque chose qui n'est pas lié aux explosifs, mais qui a peut-être un rapport avec le cœur de l'enquête. À ce moment, cependant, la police n'a pas l'autorité pour ouvrir la construction. La section reste sous le contrôle de l'unité antiterroriste jusqu'à la fin complète de la vérification. La plaque reste en place, et la question de savoir exactement ce qui se trouve derrière elle sera d'une importance cruciale pour la suite de l'enquête. Les enquêteurs ont maintenant une confirmation de l'étrangeté de cette découverte. Mais pour l'instant, ils doivent attendre l'autorisation de reprendre les travaux. Le 22 mars 2018, les enquêteurs obtiennent enfin l'accès tant attendu au conduit de ventilation V12. La vérification antiterroriste est terminée. La version d'une possible attaque terroriste ne s'est pas confirmée. Maintenant, la police peut mener librement l'enquête, mais les questions ne font qu'augmenter. L'attention des détectives se porte sur une personne qui n'était pas jusqu'alors au premier plan de l'affaire. C'est José María R., un aiguilleur de 56 ans qui travaillait sur la ligne de métro la nuit de la disparition d'Alejandra. Un homme peu loquace, calme, avec une éthique de travail absolument irréprochable. Mais derrière la façade calme de l'aiguilleur se cache une histoire triste qui ne laisse pas les enquêteurs en paix. Il y a 1 an, José María a perdu sa propre fille dans un accident de voiture. Après cette tragédie, les collègues ont remarqué qu'il s'est replié sur lui-même et a demandé à être affecté exclusivement au quart de nuit. Il est ainsi devenu un employé qui se trouvait toujours près de la station Universitat Politecnica. José María dit aux policiers que la nuit où Alejandra a disparu, il était effectivement à son poste de travail. Cependant, en examinant les protocoles de changement de quart, les enquêteurs remarquent immédiatement un détail important. Pour une raison quelconque, l'aiguilleur n'a pas signé dans le protocole spécial pour confirmer la passation de son quart.
Lorsqu'on lui demande pourquoi cela s'est produit, l'homme ne peut pas donner une réponse claire et invoque la fatigue et l'oubli. Ces explications ne semblent pas convaincantes. Le collègue de l'aiguilleur, qui est interrogé le même jour, ajoute de façon inattendue un fait étrange. Il raconte à la police qu'il a vu José María sans l'insigne de l'entreprise obligatoire pour tous les employés la nuit de la disparition d'Alejandra. Cet insigne est obligatoire pour tous les travailleurs, car il donne accès aux zones de service du métro et est un élément de l'uniforme qui permet l'identification de chaque employé. L'absence de l'insigne est une violation qui ne peut pas être expliquée par un simple oubli. Maintenant, les enquêteurs commencent à soupçonner que l'uniforme sans insigne pourrait avoir été utilisé délibérément, par exemple, pour rester méconnaissable sur les caméras vidéo. Dans ce contexte, un autre témoignage inquiétant émerge. La police reçoit la visite d'un voisin de José María, un homme âgé qui vit à côté de lui depuis plus de 20 ans. Il montre aux enquêteurs des photos qui ont été prises littéralement il y a quelques jours. On y voit l'aiguilleur en train de réparer son propre hangar derrière la maison. À première vue, c'est une chose ordinaire, rien de suspect. Cependant, les détectives expérimentés remarquent immédiatement que José María utilise une quantité inhabituellement grande de matériaux d'insonorisation et d'isolation pour un simple hangar. Les photos montrent clairement des couches denses de matériaux d'insonorisation spéciales, généralement utilisés pour les studios d'enregistrement ou pour équiper des pièces avec des exigences élevées en matière de confidentialité. Naturellement, un soupçon légitime surgit chez les policiers. José María préparait peut-être un espace secret où l'on pourrait détenir une personne à l'abri des regards. Cependant, lors de la première inspection de la cabane, les enquêteurs ne trouvent rien. Aucune trace de détention de personne, absolument aucun signe de crime. De plus, les matériaux visibles sur les photos du voisin sont absents sur place. Cela déconcerte encore plus la police. Si l'isolation phonique n'a pas été utilisée dans la cabane, où est-elle maintenant ? La réponse à cette question arrive de façon inattendue et est à nouveau liée à la plaque d'aluminium trouvée dans le conduit V12. Les experts travaillant avec les échantillons d'aluminium établissent une correspondance exacte entre le matériau de la plaque de ventilation et le fragment trouvé au tourniquet de la station Universitat Politecnica. Maintenant, il y a une certitude totale. L'aluminium a été acheté par une seule et même personne. Et le nom de cette personne est enfin annoncé officiellement par la police. C'est José María R., l'aiguilleur qui avait perdu sa fille et qui était passé au service de nuit il y a 1 an. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve directe de son implication dans la disparition d'Alejandra, mais tous les détails indirects pointent précisément vers lui. L'état mental de l'aiguilleur après la perte de sa propre fille est également considéré comme un motif possible, bien que cela ne soit pas ouvertement exprimé. La police est prudente dans ses formulations et comprend que toute erreur maintenant pourrait compromettre l'enquête. À ce stade, il est déjà clair que José María a accès à toutes les zones techniques du métro. De plus, l'absence de sa signature dans le registre des quarts de travail, l'absence du tampon obligatoire et l'achat du matériau pour la plaque installée dans le conduit de ventilation, tout cela forme un tableau qui ne peut être ignoré. La police décide d'examiner soigneusement les dépenses et les mouvements de José María au cours des derniers mois. Ses comptes bancaires, ses appels téléphoniques, l'itinéraire de sa voiture, tout cela est maintenant minutieusement vérifié. C'est précisément maintenant, alors que le lien du suspect avec le lieu de la disparition devient évident, que la police reconnaît. Cette affaire cesse d'être simplement un événement étrange dans le métro. Elle prend maintenant des caractéristiques complètement différentes. Une personne qui, jusqu'alors, n'avait pratiquement pas soulevé de questions passe au premier plan. Cependant, l'enquête est loin d'être terminée et la réponse la plus importante reste à trouver. Le 24 mars 2018, la police reçoit de façon inattendue de nouvelles informations qui changent à nouveau la perspective sur l'affaire d'Alejandra. Cette fois, il s'agit du témoignage de sa camarade d'études, Sylvia M. Sylvia raconte au détective un projet sur lequel Alejandra travaillait secrètement dans les mois précédant sa disparition. C'était une partie d'une tâche donnée par un professeur, le développement d'un concept pour un pavillon souterrain qui pourrait utiliser d'anciens tunnels de métro existants.
Au début, les enquêteurs sont sceptiques face à cette information. Cependant, lorsque la police examine l'ordinateur portable d'Alejandra, la situation change radicalement. On y trouve des scans d'anciens dessins et de schémas techniques précisément de cette section où se trouve le bloc de ventilation V12. Sur l'écran sont clairement mis en évidence ces tunnels où la police a déjà mené des recherches actives. Immédiatement, une pensée logique surgit. Alejandra aurait-elle pu descendre volontairement dans le tunnel dans le cadre de sa tâche pour examiner personnellement l'objet? Les experts examinent les fichiers sur l'ordinateur portable de la jeune fille et déterminent que la dernière sauvegarde de ces dessins a eu lieu littéralement un jour avant sa disparition. Cela confirme les propos de Sylvia selon lesquels Alejandra était activement impliquée dans le projet pratiquement jusqu'au moment de sa disparition. L'enquête tend à supposer que la jeune fille a peut-être pénétré dans le tunnel de son propre chef pour prendre des photos ou faire des mesures sur place, peut-être sans en informer quiconque au préalable. Cette version semble logique et crédible, mais elle présente quelques faiblesses. Premièrement, les employés du métro et le service de sécurité insistent sur le fait qu'il est pratiquement impossible d'entrer dans les tunnels sans être remarqué par les caméras de surveillance et le personnel, sans l'aide de quelqu'un de l'intérieur. Deuxièmement, même si Alejandra a pu descendre par elle-même, la question demeure. Pourquoi n'est-elle pas revenue? Les policiers commencent à développer un scénario selon lequel Alejandra est descendue dans le conduit et aurait pu se blesser accidentellement. Une version apparaît selon laquelle la jeune fille aurait pu rester coincée en explorant le tunnel de ventilation ou se faire une grave blessure à la jambe et ne pas pouvoir ressortir. Les enquêteurs agissent rapidement. Une équipe spéciale de secours est envoyée d'urgence dans le conduit V12 pour examiner soigneusement chaque mètre du tunnel afin de découvrir d'éventuelles traces de la présence d'Alejandra. Cependant, cette version s'effondre aussi rapidement qu'elle est apparue. Les sauveteurs informent immédiatement la police que la porte du conduit était fermée de l'intérieur et non endommagée. Cela signifie que l'entrée d'Alejandra sans aide extérieure devient pratiquement impossible. La version d'un accident fortuit perd de sa pertinence et une descente volontaire de la jeune fille semble de moins en moins réaliste. Des soupçons surgissent à nouveau que quelqu'un aurait pu l'attirer ou l'enfermer là intentionnellement. Pendant que les enquêteurs décident de la marche à suivre, le groupe technique poursuit son travail sur les lieux et remarque une autre particularité. Les capteurs de dioxyde de carbone récemment installés dans le conduit V12 montrent des fluctuations étonnamment faibles. Normalement, dans de tels espaces souterrains isolés, l'air devient vicié. Le niveau de CO2 augmente notablement. Cependant ici, les valeurs sont si stables et basses, comme si de l'air frais entrait régulièrement dans le conduit depuis l'extérieur. Les experts tirent immédiatement une conclusion préliminaire. Le conduit est d'une manière ou d'une autre connecté à un autre système de ventilation dont la police n'a pas encore connaissance. Quelqu'un a peut-être veillé à l'avance à ce que le conduit reste adapté à un séjour prolongé à l'intérieur. Cette découverte rend l'affaire encore plus confuse et inquiétante. Les policiers comprennent. Maintenant, toutes les cartes clés et badges électroniques donnant accès au conduit V12 doivent être soigneusement vérifiées. Quelqu'un a manifestement utilisé les capacités techniques du métro pour créer des conditions permettant un mouvement inaperçu sous terre. La police décide également d'examiner à nouveau attentivement les enregistrements des caméras de surveillance et de vérifier tous les employés qui ont eu accès aux salles techniques la nuit de la disparition d'Alejandra. À ce moment, tous les faits s'assemblent pour former un tableau préoccupant. La jeune fille s'intéressait manifestement précisément à cette section du tunnel où elle a été captée pour la dernière fois par l'antenne de téléphonie mobile. La version d'une descente volontaire dans le tunnel semble de plus en plus faible, car les circonstances indiquent clairement l'implication d'un tiers dans sa disparition. Cependant, l'enquête ne peut pas l'écarter complètement pour l'instant. Les policiers comprennent. La prochaine étape de l'enquête consiste à comparer exactement toutes les cartes clés qui ont ouvert le conduit et à comprendre qui et quand a eu accès à cette zone. Très probablement, la personne derrière tout cela apparaît déjà dans les dossiers de l'enquête. C'est maintenant à la police de prouver son implication. Le 26 mars 2018, l'enquête atteint une autre phase clé.
Après avoir terminé la vérification antiterroriste du bloc de ventilation V12, la police reçoit enfin l'autorisation de travailler à nouveau avec la mystérieuse plaque d'aluminium. La vérification antiterroriste a fourni une réponse claire. Il n'y a pas d'appareil ou de matériaux dangereux derrière la plaque. Cela signifie que la version d'un attentat terroriste est officiellement abandonnée et que les enquêteurs peuvent se concentrer à nouveau sur la recherche d'Alejandra. Ce même matin, l'expert acousticien Marco L. arrive sur les lieux pour examiner soigneusement le conduit de ventilation et comprendre pourquoi l'unité canine y avait remarqué un comportement inhabituel du chien. Marco frappe soigneusement la plaque avec des équipements spéciaux et détecte immédiatement une anomalie. Il y a clairement une cavité derrière la surface d'aluminium. Selon des calculs préliminaires, le volume de la niche cachée est d'environ 3 mètres cubes. Pour un conduit de ventilation, un tel volume libre est inhabituel et même suspect. Les ingénieurs commencent immédiatement à débattre. Cette niche est-elle prévue dans le projet ou a-t-elle été créée ultérieurement par quelqu'un sans autorisation officielle? À ce moment, les techniciens de la police scientifique font une autre découverte importante. En examinant soigneusement la surface en aluminium de la plaque, les experts découvrent de fines rayures. Les traces semblent insignifiantes, mais sous agrandissement, il devient immédiatement clair. C'est l'empreinte d'un objet métallique, plus précisément, de menottes d'une marque spécifique. De telles menottes sont largement connues de la police et sont habituellement utilisées pour restreindre la liberté de mouvement des personnes. À ce stade, l'enquête tire une conclusion prudente. Quelqu'un à l'intérieur du conduit a essayé de se libérer, ou du moins d'attirer l'attention. La police demande immédiatement toutes les informations sur le dernier achat de matériaux d'isolation acoustique liés au suspect José María R. La comparaison des échantillons donne une correspondance immédiate. Exactement ces matériaux ont été utilisés pour équiper la niche cachée. Maintenant, les enquêteurs sont définitivement convaincus que la pièce secrète a été aménagée à l'avance et de façon ciblée. La version d'une descente volontaire d'Alejandra dans le conduit est officiellement close après vérification de toutes les cartes clés électroniques. Les données confirment l'accès au conduit V12 n'est possible que pour certains employés du métro strictement déterminés. Alejandra n'est bien sûr pas sur cette liste et elle-même ne pouvait pas y pénétrer sans aide extérieure. Maintenant, la police comprend définitivement que la disparition de la jeune fille n'était pas un hasard ou sa décision personnelle. C'était une opération soigneusement planifiée, organisée par quelqu'un qui connaît exactement la structure interne du métro, les salles techniques, et y a un accès constant. Les enquêteurs se concentrent de plus en plus sur la figure de José María R., dont l'implication dans la disparition d'Alejandra devient presque évidente, bien que des preuves directes manquent toujours. Dans la nuit du même jour, à 3h14, alors que le groupe de police se trouve encore près du bloc de ventilation V12, un événement se produit qui fait instantanément figer tout le monde. L'équipement sensible installé par l'acousticien Marco capte un son métallique à peine perceptible. C'est un coup léger, mais distinct, qui vient exactement de derrière cette plaque d'aluminium. Le bruit se répète plusieurs fois et provient clairement de la niche cachée. Les policiers et les techniciens comprennent exactement la signification de ce signal. À l'intérieur, derrière la plaque, il y a quelqu'un. Tous se préparent immédiatement à ouvrir la plaque, mais les enquêteurs exigent un arrêt tant que le groupe de sauvetage n'est pas complètement préparé et que la sécurité totale de tous les participants n'est pas assurée. La plaque ne doit pas être ouverte. Toute erreur peut conduire à des conséquences irréversibles. La situation devient incroyablement tendue, car maintenant c'est évident. Le conduit ne cache pas seulement une niche secrète. À l'intérieur se trouve une personne qui a besoin d'aide urgente. Maintenant, tous les efforts de la police sont concentrés sur la préparation de l'opération de sauvetage. Chaque étape est pensée avec un maximum de soin, de la rapidité et de la précision avec laquelle la plaque sera ouverte dépend une vie humaine. Les enquêteurs comprennent qu'ils doivent agir vite, mais ne peuvent pas faire d'erreur. La plaque n'est toujours pas ouverte, et la tension monte avec chaque minute. Toutes les versions précédentes tombent
définitivement. Ni terroriste, ni descente volontaire, ni hasard. C'est un crime avec un lieu préparé à l'avance et une organisation minutieuse. Il ne reste qu'à comprendre une chose. À quel point la personne qui a caché sa victime ici, dans une niche souterraine, s'est préparée sérieusement. Et si les policiers pourront la devancer. 11 février 2024. Presque 6 ans se sont écoulés depuis qu'Alejandra a disparu à la station Università Politecnica. L'affaire, que tous voulaient presque oublier, reprend soudainement vie. La raison en est à nouveau José María R., le garde signaux qui n'avait jamais disparu des radars de la police. Tout ce temps, il a été observé attentivement, bien que sans succès particulier. De nouvelles preuves apparaissent lorsqu'un groupe opérationnel décide d'examiner encore une fois minutieusement les rapports financiers de José María. D'abord, rien d'inhabituel. Paiement de nourriture, services publics, petites dépenses ménagères. Mais un détail attire de façon inattendue l'attention. Des achats mensuels de préparation médicale et d'hydrogel destinés au traitement des plaies. Les achats sont petits, réguliers, presque imperceptibles parmi les dépenses habituelles. Mais en y regardant de plus près, le soupçon surgit immédiatement. Pour qui pourrait-il acheter tout cela régulièrement pendant plusieurs années ? La police décide d'effectuer une vérification des enregistrements archivés des caméras de surveillance du métro, qui sont fermés au public et conservés dans les archives techniques. Et immédiatement, il devient clair. José María visitait régulièrement le tunnel menant au conduit de ventilation V12. Il y apparaissait pratiquement chaque mois, toujours la nuit, toujours au moment d'activité minimale du personnel. Lorsque les enquêteurs convoquent José María pour interrogatoire, le garde signaux reste calme. À la question sur les visites nocturnes régulières dans le tunnel, il répond sans hésitation. Prétendument, il vérifiait des capteurs techniques. Une version apparemment logique, surtout pour un employé du métro avec son expérience. Cependant, la direction technique du métro a des données complètement différentes. Les capteurs dans cette section du tunnel ont été officiellement désactivés dès 2016 en raison d'une modernisation du système, c'est-à-dire 2 ans avant qu'Alejandra ne disparaisse. José María ne pouvait tout simplement pas vérifier ce qui n'y était plus depuis longtemps. Face à ce fait, José María change brusquement de version. Maintenant, il affirme qu'en réalité, il aidait des sans-abri à se cacher dans un endroit chaud en les guidant à travers le tunnel la nuit. Une version qui, à première vue, semble même noble. Mais la police vérifie rapidement à nouveau cette affirmation. Les caméras de surveillance urbaine, installées près des conduits et des sorties de métro dans les rues, n'enregistrent pas un seul cas où quelqu'un serait sorti du tunnel vers l'extérieur. Le mensonge du garde-signaux devient évident, mais la police hésite à l'arrêter à ce stade. Trop de choses restent encore floues. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition pour son appartement, supposant que des preuves clés s'y trouvent peut-être. La perquisition est effectuée rapidement et minutieusement. Parmi une multitude d'objets ménagers ordinaires, la police découvre quelque chose qui change instantanément toute la perception de l'affaire. Dans l'armoire de José María, il trouve des patrons de coupe destinés à la fabrication d'uniformes de service pour les employés du métro. Les patrons manquent complètement d'étiquettes et de marques d'entreprise, ce qui indique clairement leur origine non officielle. Maintenant, la police comprend d'où pourrait provenir l'uniforme sans insigne capté par les caméras la nuit de la disparition d'Alejandra en 2018. À partir de ce moment, l'image devient claire. José María ne venait pas simplement dans le tunnel la nuit. Il visitait évidemment la niche cachée dans le conduit de ventilation V12. Médicaments, hydrogel et visites nocturnes régulières, tout indique qu'il pourrait y maintenir une personne vivante. Mais la police, pour l'instant, hésite à annoncer officiellement cette version. Il faut d'abord s'assurer que derrière la plaque se trouve réellement une victime et exactement celle qu'on recherche depuis 6 ans. Pendant que les forces d'intervention se préparent à ouvrir la niche, les enquêteurs commencent à confronter les données disponibles avec les faits antérieurs. Maintenant, ils sont presque certains qu'Alejandra n'a jamais quitté le tunnel du métro. Tout ce temps,
Elle pourrait se trouver à l'intérieur, dans une pièce spécialement équipée que José María visitait régulièrement. Il maintenait son existence et la cachait soigneusement de tous les regards. La police ne doute plus que José María avait exactement pensé chaque étape et était longtemps convaincu de son impunité. Mais maintenant, tout change. La prochaine étape, pour laquelle la police est déjà pleinement préparée, est l'ouverture de la niche secrète derrière la plaque de ventilation. Les techniciens scientifiques et les spécialistes médicaux préparent à l'avance tout l'équipement nécessaire, y compris des kits pour une analyse ADN urgente. Après 6 ans, l'enquête approche de son apogée. Les questions qui sont restées sans réponse pendant si longtemps pourraient très bientôt recevoir une explication définitive. José María R., un homme à la réputation impeccable qui a travaillé toute sa vie au métro, devient la figure centrale d'un des crimes les plus énigmatiques des dernières années. Son motif n'est pas encore révélé et est soigneusement gardé par le parquet, mais la police est certaine. Dans un avenir proche, une réponse sera trouvée, pour laquelle il valait la peine d'attendre toutes ces années. Le 12 février 2024 à 8h12 du matin, l'unité spéciale GEO ouvre prudemment et rapidement la plaque d'aluminium dans le bloc de ventilation V12. Après 6 ans et de nombreuses tentatives infructueuses de retrouver Alejandra, c'est le moment final vers lequel l'enquête a travaillé si longtemps. Derrière la plaque, il y a effectivement une petite niche soigneusement équipée. À l'intérieur, épuisée mais encore en vie, se trouve Alejandra. Elle est attachée à un cadre métallique avec un câble industriel. Les médecins lui fournissent immédiatement l'aide nécessaire et l'évacuent sans délai du tunnel. Tout l'équipement dans la cachette est soigneusement examiné par les techniciens criminalistiques. Le câble utilisé pour attacher Alejandra est rapidement identifié par le numéro d'usine du lot. Il correspond parfaitement aux données des achats effectués par José María 1 semaine avant la disparition de la jeune fille. À l'intérieur de la cachette, on trouve des traces d'utilisation régulière de médicaments qui figuraient auparavant dans les relevés bancaires de José María. L'enquête détermine immédiatement que l'hydrogel utilisé pour le traitement des plaies correspond également parfaitement au lot que le suspect achetait régulièrement. Dans le casier de José María sur son lieu de travail, les enquêteurs trouvent une carte d'accès qui ouvre exactement le bloc de ventilation V12. La carte est clairement liée à la porte de service dont l'ouverture a été enregistrée par des caméras cette nuit-là, lorsqu'Alejandra a disparu du quai Universitat Politecnica. La dernière pièce du puzzle sont les échantillons d'ADN prélevés à l'intérieur de l'uniforme de service contrefait. Les techniciens criminalistiques confirment que l'ADN appartient exactement à José María, ce qui prouve définitivement sa participation directe à la disparition et à la détention d'Alejandra. La police décide d'arrêter le suspect immédiatement après l'ouverture de la niche. José María, sentant l'arrestation imminente, tente de s'enfuir. Lorsque les forces d'intervention tentent de l'arrêter directement sur son lieu de travail, il rompt brusquement l'un des câbles électriques, espérant activer le système d'extinction d'incendie et inonder le tunnel d'eau. Cependant, le département technique avait anticipé la possibilité de sabotage et avait complètement bloqué ce système. La tentative de José María échoue et les forces d'intervention l'arrêtent sans autre problème. Au cours de l'enquête, il devient clair que José María avait planifié ce crime sur une longue période. Il a délibérément aménagé la cachette dans le conduit V12, assurant une alimentation régulière en air et la possibilité de visiter la captive sans être détecté. L'uniforme contrefait sans insigne a été spécialement fabriqué pour ne pas éveiller les soupçons sur les enregistrements des caméras. Les matériaux d'insonorisation de la remise qui avaient suscité tant de soupçons parmi les voisins ont été réellement utilisés dans cette pièce secrète et non dans sa maison. La police détermine également que le motif était un grave effondrement mental après avoir perdu sa propre fille dans un accident. Les détails de ces motifs ne sont pas officiellement rendus publics, mais l'enquête les reconnaît comme suffisants pour conclure l'investigation. Le 26 janvier 2025, le tribunal de Valence annonce le verdict définitif. José María R. est condamné à 30 ans de prison. L'affaire est officiellement close. Cependant, même après le prononcé du verdict, une question importante reste ouverte, à laquelle aucune réponse n'a été trouvée.
Le fabricant de l'uniforme de service contrefait n'a jamais été officiellement retrouvé. La police découvre que le tailleur qui a peut-être été impliqué dans sa fabrication était déjà décédé 2 ans avant l'arrestation du suspect. Les archives de son atelier ont été perdues et il n'est pas possible de reconstituer complètement toute la chaîne de préparation du crime. Ce détail reste officiellement non élucidé. Ainsi se termine l'une des enquêtes les plus étranges et les plus longues liées à la disparition d'une personne à Valence après presque 6 ans. Alejandra vit et se remet progressivement de l'expérience. Cette affaire a changé à jamais l'approche de la sécurité dans le métro et a forcé à réévaluer la simplicité apparente du système de vidéosurveillance et de contrôle d'accès. Le plus important dans cette histoire est que la jeune fille a survécu et a pu revenir à une vie normale. Quant au coupable lui-même, son histoire et les raisons de ses actes restent partiellement sous scellés. La police et le tribunal ont fait tout leur possible pour traduire le coupable en justice, mais une partie de la vérité est restée inaccessible au grand public. La résolution finale de cette affaire a montré combien est fragile la frontière entre la vie normale et le crime, et combien il est important de ne jamais perdre la vigilance même dans les lieux apparemment les plus sûrs.